Installez-vous confortablement et je vais vous lire une histoire qui s'appelle La grammaire est une chanson douce. Méfiez-vous de moi. Je parais douce, timide, rêveuse et petite pour mes 10 ans. N'en profitez pas pour m'attaquer, je sais me défendre. Mes parents, qu'ils soient remerciés dans les siècles des siècles, m'ont fait cadeau du plus utile car du plus guerrier des prénoms. Jeanne. Jeanne comme Jeanne d'Arc, la bergère devenue générale, la terreur des Anglais. Pour ne citer que la plus connue des Jeannes. Mon grand frère Thomas, 14 ans, se le tient pour dit. Il a beau appartenir à une race globalement malfaisante, les garçons. Il a bien été forcé d'apprendre à me respecter. Nos parents étaient séparés et lors des vacances scolaires, nous prenions le bateau pour rejoindre notre père. Malheureusement, à cause d'une grosse tempête, nous avions fait naufrage et nous avions atterri sur une île. Sur cette île, nous avions rencontré un drôle de bonhomme qui s'appelait Monsieur Henri. Il nous accueillit fort bien et nous dit qu'il avait l'habitude des naufragés. Monsieur Henri voulait nous emmener au marché. Nous avions atteint le sommet d'une colline où nous attendait le plus étrange et le plus joyeux des spectacles. « À partir de maintenant, aucun bruit !» chuchota Monsieur Henri. « Il ne faut pas les déranger. » Je me demandais pour quelle sorte de personnage considérable nous devions prendre de telles précautions. Était-ce une princesse en train d'embrasser son chéri secret? Des acteurs de cinéma en plein tournage? La réponse est parfaitement imprévisible. N'allait pas tarder à m'arriver. À pas de loup, je m'approchai d'une balustrade en vieux bois branlant. En dessous de nous s'étendait une ville. Une ville, une vraie ville, avec des rues, des maisons, des magasins, un hôtel, une mairie, une église à clocher pointu, une mosquée, un hôpital, une caserne de pompiers. Une ville en tout point semblable aux nôtres, à 3 différences près. La taille. Tous les bâtiments avaient été réduits de moitié par rapport aux dimensions normales. On aurait dit une maquette, un décor. Deuxièmement, le silence. D'habitude, les villes font grand bruit, voitures, mobylettes, moteurs divers, chasse d'eau, engueulades, piétinement des semelles sur les trottoirs. Là, rien. Rien que des froissements très légers d'imperceptibles froufrous. Troisièmement, les habitants. Pas d'hommes, ni de femmes, aucun enfant. Les rues n'étaient parcourues que de mots. Des mots innombrables, radieux sous le soleil. Ils se promenaient comme chez eux, ils étiraient dans l'air tranquillement leurs syllabes, ils avançaient les uns sévères, clairement conscients de leur importance, amoureux de l'ordre, de la ligne droite. Rien n'était plus réjouissant que de les voir s'arrêter au feu rouge alors qu'aucune automobile ne les menaçait. Les autres mots, beaucoup plus fantaisistes, incontrôlables, voletaient, carcolaient, cabriolaient comme de minuscules chevaux fous, comme des papillons ivres. Plaisir, huile d'olive, je suivais fasciné leur manège. Je n'avais jamais prêté assez attention aux mots. Pas une seconde je n'aurais imaginé qu'ils avaient chacun comme nous leur caractère. Monsieur Henri nous prit par l'épaule, Thomas et moi, et nous glissa dans l'oreille l'histoire de cette cité. Un beau jour, dans notre île, les mots se sont révoltés. C'était il y a bien longtemps, au début du siècle. Je venais de naître. Un matin, les mots ont refusé de continuer leur vie d'esclaves. Un matin, ils n'ont plus accepté d'être convoqués à n'importe quelle heure sans le moindre respect et puis rejetés dans le silence. Un matin, ils n'ont plus supporté la bouche des humains. J'en suis sûre, vous n'avez jamais pensé au martyre des mots. Où mijotent les mots avant d'être prononcés. Réfléchissez une seconde. Dans la bouche, au milieu des caries et des vieux restes de veau coincés entre les dents, empuantis par la mauvaise haleine ambiante, écorchés par de langues pâteuses, noyés dans la salive acide. Vous accepteriez, vous, de vivre dans une bouche? Alors un matin, les mots se sont enfuis. Ils ont cherché un abri, un pays où vivre entre eux, loin des bouches détestées. Ils sont arrivés ici, une ancienne ville minière abandonnée depuis qu'on n'y trouvait plus d'or. Ils s'y sont installés.
Voilà, vous savez tout. Je vais vous laisser jusqu'à ce soir, j'ai ma chanson à finir. Vous pouvez les regarder tant que vous voudrez, les mots ne vous feront pas de mal. Mais ne vous avisez pas d'entrer chez eux, ils savent se défendre. Ils peuvent piquer pire que les guêpes et moindre mieux que des serpents. Quand ils sont libres d'occuper leur temps comme ils le veulent, au lieu de nous servir, les mots mènent une vie joyeuse. Ils passent leur journée à se déguiser, à se maquiller, à se marier. Du haut de ma colline, je n'ai d'abord rien compris. Les mots étaient si nombreux. Je ne voyais qu'un grand désordre. J'étais perdue dans cette foule. J'ai mis du temps. Je n'ai appris que peu à peu à reconnaître les principales tribus qui composent le peuple des mots. Car les mots s'organisent en tribus, comme les humains, et chaque tribu a son métier. Le premier métier, c'est de désigner les choses. Vous avez déjà visité un jardin? Devant toutes les plantes rares, on a piqué un petit carton, une étiquette. Tel est le premier métier des mots. Poser sur toutes les choses du monde une étiquette pour s'y reconnaître. C'est le métier le plus difficile. Il y a tant de choses et des choses compliquées et des choses qui changent sans arrêt. Et pourtant, pour chacune, il faut trouver une étiquette. Les mots chargés de ce métier s'appellent les noms. La tribu des noms est la tribu principale la plus nombreuse. Il y a les noms hommes qu'on appelle les noms masculins et les noms femmes qu'on appelle les noms féminins. Il y a des noms qui étiquettent les humains. Ce sont les prénoms. Par exemple, les jeunes ne sont pas des Thomas. Heureusement. On les appelle les noms propres. C'est pas pour rien qu'ils portent un chapeau. À chaque fois que tu verras un nom propre, il y aura une majuscule.